bienvenue à tous. Bienvenue à Léo. Bonjour. Merci, bonjour. Avec le Covid, il a fallu, et les vernissages interdits, il a fallu trouver des choses. Donc, Monsieur Léo est à Madère et nous, ici, on est à Bruxelles. Donc, excusez-nous pour les petits problèmes qui risquent d'y avoir. On va faire un petit Facebook Live, le premier qu'on a fait. Je propose, Monsieur Léo, si vous êtes d'accord, qu'on vous passe d'abord un petit film sur l'accrochage de vos œuvres dans la galerie. Parfait, c'est très curieux de voir. Voilà. Alors, on va faire une visite virtuelle beaucoup plus précise dans les jours qui viennent, donc qu'on mettra en ligne, où vous pourrez vraiment voir l'accrochage. Donc, moi, je propose moi, j'ai préparé quelques questions, si vous voulez bien, quelques planches, et au fur et à mesure, si les internautes ont envie d'intervenir, ils poseront des questions qui nous seront transmises par Jérémy, et que moi, moi ou Jérémy vous poserons alors. La première question que je voudrais vous poser, c'est, vous êtes brésilien. Comment un auteur brésilien arrive-t-il, pardon, je parle trop vite, pardon. Comment un auteur brésilien fait-il de la bande dessinée et en plus chez un éditeur français? Parce que ce Brésilien-là travaillait au Brésil dans la publicité et il n'était pas satisfait du tout. Et un jour, je découvre chez un ami une collection, c'était dans les années 70, à l'époque d'or du Métal Hurlant, Pilote, Circus. Je découvre ces magazines-là et j'étais sidéré par la qualité du dessin et du scénario. Après, je découvre dans une petite librairie française qui avait à São Paulo des albums. Et c'était aussi l'époque d'or, c'était des albums, je me souviens d'un premier que j'ai lu, c'était Bilal Crestin avec ses premières histoires politiques très sérieuses. J'étais complètement sidéré par la qualité du dessin, la profondeur et la complexité du scénario. C'était la première fois que je voyais, je sentais qu'on pouvait raconter des histoires assez complexes avec la BD, que c'était un monde très riche. J'ai toujours voulu faire la BD. Mais là, je me rends compte que c'était un truc faisable. C'est-à-dire qu'en France, ça existait. Parce qu'au Brésil, ça n'existait pas du tout. Et comme je n'étais pas satisfait d'être au Brésil aussi, j'ai décidé de partir, comme ça, à l'aventure. Et partir où? Je vais à Paris, où sont ces magazines magiques. Et j'avais les adresses des pilotes, Métal Hurlant. Je vais noter l'adresse. Et j'avais à Paris avec quelques planches sous le bras. Et je vais chez Pilote, et chez Métal Hurlant et chez Circus en cherchant d'être publié, quoi. Mais ça ne marche pas du tout vite. Ça a mis des années pour marcher. Et ça explique ma démarche de pourquoi venir du Brésil et pourquoi Paris, parce que c'était pour moi la capitale mondiale de la bande dessinée. Je ne savais pas à l'époque que la Belgique aussi faisait de la bande dessinée. Pour moi, c'était que Paris, quoi. Parce que ces magazines-là, pour moi, c'était français.
Mais c'est là que j'allais vous tirer les oreilles en tant que bon Belge, parce que quand même, Spirou et Tintin, c'était avant Pilote et Circus et Mais, Affi. je Enfin, ne savais pas que c'était belge, ça. mais D'ailleurs, bon, j'ai connu Tintin sans savoir ce que c'était. Très longtemps avant, ça sortait dans un journal. Le dimanche, ça sortait une petite planche comme ça, noir et blanc de Tintin. J'ai regardé ça, c'est génial ce truc. Je ne savais pas du tout ce que c'était, et pas du tout que c'était français et que c'était belge. Je ne savais pas du tout. Et plus tard, c'est une histoire intéressante. J'étais au Chili, j'achète un magazine chilien assez bon marché, mais au milieu, il y avait une histoire des Herman. ouais, Je ne savais pas du tout qui c'était. Herman, c'était Bernard Prince, la loi de l'ouragan, un truc comme ça. ouais, ouais, Je feuillette ça. Ces cases-là, avec l'ouragan, justement, cette pluie infernale, là, comment il avait dessiné ça? J'étais sidéré. J'ai regardé d'où ça sort. Il disait rien. Il disait pas l'auteur, d'où ça venait. Je ne savais pas du tout. C'est des années plus tard qu'en arrivant ici, arrivant en France, je me rends compte que c'était Herman. Voilà, c'était ça. Et là, je me rends compte, OK, que les Belges aussi font de très bons dessin. vous êtes pardonné, ça va. En tout cas, vous, l'inspiration, c'est vraiment à suivre, Pilote, c'est vraiment ça, votre inspiration au début. Oui, Vous tout avez à d'ailleurs fait. travaillé pour, j'expose en bas une histoire complète en couleur que vous avez faite pour Pilote. Plus tard, oui. Plus tard, j'ai essayé au début. J'ai réussi à publier une ou deux histoires chez Pilote. C'était une victoire, mais ça n'a pas donné suite, quoi. Parce qu'il Mm. fallait faire un album. Une petite histoire sortait chez Pilote. Ça ne permettait pas encore de commencer ma carrière de dessinateur BD. Ben, votre carrière, en fait, vous êtes surtout connu pour les mondes, Dans le les vent. mondes de Léo. Mais par contre, avant, vous avez fait Trent. Donc, comment est-ce que vous êtes Oui. passé de l'un à l'autre? Et enfin, c'était quoi le déclic? Et, là, je cherchais du boulot, je cherchais à faire la bande dessinée, je n'arrivais pas. J'ai mis 10 ans pour commencer à travailler professionnellement dans la bande dessinée. J'ai dû faire de la publicité, de l'illustration publicitaire pendant des années. Et Train, ça a été la première histoire, la première série qu'il a eu à faire avec complète, une série complète. C'est Rodolphe qui m'a proposé. Et pour moi, c'était le vrai début, quoi. Dans une maison d'édition comme Dargaud, importante. Moi, c'était, waouh, je suis chez Dargaud, c'est déjà ça. Et travailler avec Rodolphe, quelqu'un de très expérimenté. J'aimais bien la façon dont il écrivait l'histoire, la façon qu'il ne pas trop de bagarre, pas trop d'action. C'était un truc assez calme comme histoire. Le mec, ses personnages assez problèmes psychologiques, puis comme ça. J'aimais les personnages, quoi. Et le Canada aussi. Pour moi, c'était un défi de dessiner le Canada que je ne connaissais pas du tout. En tant que Brésilien, dessiner la neige, les froids, tout ça, mais c'était un bon défi. Et ça a été pour moi un apprentissage. Un apprentissage. Mon premier entraînement en tant que dessinateur, qu'il faut avoir cet entraînement-là pour finir son style, pour résoudre le problème du style que j'avais, non? Quand on commence, on a toujours des doutes, on ne sait pas jusqu'où aller avec les hachures, comment faire les ombres. Et pour Trent, il avait dessiné les chevaux. Dessiner les chevaux, c'est infernal. J'avais à côté de moi des albums de Blueberry, j'ai regardé comment faisait les chevaux, carrément, j'ai pompé, c'était mon apprentissage. Là. Et comment on faisait les rochers, comment on fait un rocher. Chez Giraud aussi, les rochers comme ça. C'était mon école, c'était mon école. C'était vraiment un apprentissage du dessin, de m'entraîner, et aussi du scénario, en voyant comment Rodolphe écrivait, et les rythmes. Et vraiment, c'était mon bon début. Quoi. Oui, parce qu'après, vous passez au scénario vous-même. Oui, j'ai toujours eu envie de faire ça, non? Mais je me suis rendu compte en arrivant en France qu'il y avait un décalage, un grand décalage en venant du Brésil, complètement en dehors des problématiques qu'on vivait en Europe. J'arrive en retard, quoi. J'arrive avec des idées de science-fiction, des choses assez simples, assez juvéniles.
C'était pas du tout l'époque. Hein. Et quand j'arrive, justement, je me souviens que je propose la première fois une histoire de science-fiction, j'oublie à qui j'ai proposé ça, qui m'a dit, mais science-fiction, c'est fini ça, c'est complètement démodé ton truc là. C'était quelle année ça? C'était Comment? quelle année? C'était quelle année C'était dans quand vous les avez années compris la science? 70, 80, début de 80. Mais il y avait quand même Drouillet à ce moment-là. Justement, mais il commençait, justement, c'était la fin de Drouillet, je commençais à changer, je voulais des trucs différents politiques, c'était 83, 84. Ah oui. Et là, C'est Bilal avec ses fameuses phalanges de l'ordre noir. Ou... voilà, voilà, ça commençait déjà, voilà. Et moi, j'essaye de m'adapter, je propose des choses politiques qui me paraissent du Brésil. Et là, si on me dit, écoute, là, c'est trop politique. Il y avait toujours un décalage avec mon scénario. Et c'est pour ça que j'ai mis hyper longtemps à vraiment commencer, quoi. Et tous ces animaux, ils viennent d'où? De votre imaginaire? Vous lisez de la science-fiction? D'où viennent-ils en fait? Euh, on ne sait pas. C'était un besoin que j'avais, parce que quand je commence à dire, bon, l'ambiance était un petit village au bord de la mer, qui pourrait être sur Terre. C'était un paysage brésilien à la fin, hein, c'est un truc brésilien. Et je me suis rendu compte que les gens se rendaient pas compte immédiatement que c'était une autre planète. Il fallait avoir quelque chose qui montre aux gens que nous sommes dans une autre planète, en dépit de paysages assez familiers. C'est pour ça que votre série a un succès inimaginable, entre autres à cause de ces animaux, c'est clair. Oui, oui. Et votre technique, donc, forcément, je sais que j'ai des planches à l'encre de Chine. Est-ce que le fait de travailler en dématérialisé, vous y arrivez ou pas? Donc, de faire des planches sur ordinateur, en fait, maintenant. Je viens de commencer, je suis nouveau là. Cet album-là que je suis en train de dessiner, c'est la suite après Retour sur les bancs, le prochain cycle. Pour la première fois, j'ai fait tout à l'ordinateur, pour la première fois. Avant, je n'arrivais pas, j'avais même. Je ne savais pas si j'étais capable de rendre les petits détails que j'arrive à faire avec la plume sur un papier. Je ne savais pas si je pouvais faire la même chose sur un truc, une plastique, avec une pointe de plastique qui glisse. On n'a pas le frein qu'on a à la plume sur le papier. C'est différent. J'avais peur, quoi. Mais là, je commence à y aussi. Je suis assez content, quoi. On peut faire, on peut. Parce que Et donc, ça vous allez devient continuer. plus compliqué de faire ce papier. Le papier commence à disparaître, le plume commence à disparaître. C'est incroyable, ça. Alors, il faut trouver la solution sur l'ordinateur. Donc, Léo, maintenant, ce sera par ordinateur. Pas ordinateur. Il n'y a plus de planche originale. Là, c'est les dernières planches originales. C'est une mauvaise nouvelle pour moi, ça. Je vous ai préparé quelques planches sur lesquelles je voulais avoir votre avis. Si vous êtes d'accord de commenter certaines planches. Oui, tout à fait, oui, c'est rigolo. Jérémy, est-ce que tu peux lancer certaines planches? Où est-ce que je vais les voir, moi? Ou est-ce qu'il y a peut-être des questions, Jérémy? Peut-être il y a des questions. Il y a des questions des internautes déjà, de spécial ou pas? Du coup, il ne sait pas parler. Il va venir me trouver pour me le dire. Est-ce qu'il y a des questions des internautes? Ils écoutent. Laquelle tu mets en premier? Ok. Elle est déjà en ligne? Ok, donc voilà un projet de couverture. Vous le voyez? Il est déjà en ligne? J'ai un papier là. Je vais avoir un papier. Mais normalement, il faudrait savoir si les internautes le voient. Donc, c'est un projet de couverture. Et je me demandais pourquoi vous l'aviez refusé. Pourquoi vous n'en vouliez pas. Ah, j'aimais bien ce projet de couverture. Cette couverture, c'était une des plus compliquées à faire. Je ne sais pas pourquoi. C'était étrange. J'avais présenté chez Dargaud et parfois les gens de Dargaud regardent, les gens du tutoriel, les gens du département de dessin regardent. Et si l'impact n'est pas immédiat, il y a quelqu'un qui dit peut-être, ça commence, ça ne marche pas. Alors, j'ai dit, alors, j'ai une autre proposition. Et j'ai fait une autre. Et je crois que j'ai fait plusieurs propositions jusqu'à arriver à une couverture, oui, le tome 5 dans les Barans,
qui j'ai après imposé la couverture. Ce n'est pas le scène-là, c'est la scène où il voit cette bête horrible qui apparaît dans la nuit. Là, c'est une couverture sombre. Mais les gens n'ont pas trop aimé. J'ai insisté, et les gens n'ont pas trop aimé. Ils ont publié ça. C'est sorti en premier. Et dans la deuxième édition, ils ont demandé. Le grand patron m'a demandé de changer la couverture. On a dit, OK, j'ai changé la couverture. C'est pas si important que ça. Alors, j'ai changé la couverture. Il a deux. Pour ça, c'est comme c'est que la créature, il a deux couvertures qui ont été publiées. Pas celle-là. Celle-là, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas aimé. Je sais pas, parce qu'avec le feu que devant et derrière, c'était sombre. Là. Moi, j'aime bien. Hein. J'avais oublié ça. Bah oui, c'est pour ça que je vous demandais. J'étais étonné parce que je l'aime bien. J'avais oublié ça. Ouais. Le mystère de la bande dessinée. Jérémy, alors on a toujours un peu de décalage entre nous, donc le temps que Jérémy entende, tu mets la suivante. Elle n'y est pas encore. Tu mets la suivante. Ah, on a quand même notre petit bug. Il y a pas, moi, je ne vois pas la suivante qui apparaît. Vous la voyez, vous, qui apparaît, la suivante? Non. Hein. Moi, je ne vois pas non plus. Voilà. Isabelle non plus. Oui, oui, ça apparu, oui. La voilà. Oui. Voilà, on aimerait vous Oui, entendre sur cette planche. Oui, j'aime beaucoup cette couverture. Hein. C'était le premier tome d'Antares, je crois. Hein. Oui, le premier tome. La planche 8 du premier tome. Voilà, qui met sur Terre, elle va visiter les eaux là, des jardins de plantes à Paris. Et là, on a le dernier spécimen de l'existence sur Terre des chimpanzés. Ça, je trouvais que c'était un truc hyper triste. C'était un truc actuel, non, de la disparition petit à petit de ce genre de singes. Et c'est assez choquant. Et j'ai fait dire à Kim, là, qu'elle a un peu honte la race humaine, parce qu'elle dit au moment donné, dans la page suivante, elle dit ils étaient si semblables à nous, et nous les avons massacrés. J'ai honte d'appartenir à la race humaine. J'ai beaucoup aimé là, cette image. Quoi. J'ai cherché, par exemple, beaucoup pour faire les chimpanzés assez réalistes, sa façon de bouger, et aussi le fait qu'il ne regarde pas dans les yeux. C'est très rare quand il regarde dans les yeux, il ne regarde pas dans les yeux. Regarder dans les yeux, c'est trop important pour eux. C'est seulement avant-dernière case qu'il regarde, qui dans les yeux, c'est pouf. J'aime bien cette planche. Rémi, tu mets la suivante. Le problème, on est désolé, mais on a à chaque fois un décalage entre le live et le... Donc, le décalage de 7, tu peux mettre la suivante, mais laisse la porte ouverte, du coup, tu m'entendras le dire peut-être. Ok, mais donc tu peux mettre la suivante. Mais non? Ah, d'accord. Donc, apparemment, la suivante y est. Moi, je ne la vois pas encore. C'est bon, Isabelle dit que c'est bon, on voit. La voilà. Alors là, j'ai une question. Ah, pourquoi a-t-elle été censurée? Ah, il faut poser la question justement en France. Pourquoi censurer un truc pareil? C'était une page importante, c'était une scène importante. C'était la première fois que Kim et Marc, les deux personnages principaux, allaient faire l'amour. Alors j'avais imaginé, il faut que ce soit un truc important. Il va couper une planche entière. Mais en même temps, il faut que ce soit un truc pas voyeur. Non, on reste assez retenu. J'aurais imaginé de suivre la main du garçon. La main du garçon qui fait des caresses à Kim, mais elle n'est pas habillée. Quoi. Je ne montre rien là. Mais quand j'ai présenté Chercher d'Argo, ils ont dit non, on ne peut pas montrer ça. On peut montrer la femme nue, c'est logique de censure. Hein. On peut montrer la femme nue, on peut montrer le sexe, la femme, on peut montrer tout, mais on ne peut pas montrer la main du garçon sur le sexe de la femme. Non. Ah, c'est ça. Ça, c'est établi par la loi, on ne peut pas montrer, monsieur. Sinon, il faut mettre l'album sous couverture plastique et dit pour adultes seulement. Ah ouais. Pour les 18 ans. Alors, j'ai dit, OK, je change. Alors, j'ai coupé ces deux tirs là du milieu. Ils ont utilisé que la partie haute et la partie basse.
en agrandissant pour faire la planche. Ça fait une belle planche quand même, mais dommage, hein. Dommage, je trouve que c'était assez pudique quand même, c'est pas un truc osé, trop osé. Elle est habillée, on voit presque rien. Je montre rien. J'ai une Dommage. question de... Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est bon. J'ai une question de Frédéric Gennetet. Il demande si vous dessinez en ce moment la suite du Retour sur Aldébaran et quel sera son nom. Oui, bien sûr, je dessine la suite. J'ai une possible, je m'arrête, je n'arrive pas à m'arrêter. Et ça va s'appeler, c'est une scoop, ça va s'appeler Neptune, comme la planète Neptune. Alors, pourquoi ça s'appelle Neptune? Ça, c'est un mystère. Il faut attendre pour voir. Joli, un beau teasing. Ça va être une histoire en 2 tomes de 60 pages, où l'histoire va être plus seulement foquée sur Kim et Manon. Ça va être plus, mais c'est assez compliqué, quoi. Et selon mon éditeur a commenté, c'est assez science-fiction, plein de vaisseaux spatiaux, des trucs comme ça, qu'en général, après, il n'y a pas beaucoup de mes histoires, c'est plutôt des forêts, des bêtes. Là, non, c'est des trucs spatial, il y a beaucoup d'espace dans l'histoire. J'ai commencé à dessiner, et c'est là que j'ai commencé à dessiner avec l'ordinateur. J'avance petit à petit. Je suis à la page 9. Ah. Voilà, c'est la réponse. Et j'ai Bernard Deroux qui demande, je ne sais pas si on n'a pas de... Oui, non, en fait, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi passer à un dessin numérique? Quel avantage pour vous? La rapidité? Pas seulement, non, pas forcément la rapidité, mais c'est comme j'ai dit, petit à petit, le matériau de dessin commence à être difficile à trouver. Par exemple, le papier que j'ai toujours utilisé dans ma vie, le papier allemand, va disparaître. Et le plume commence à être difficile à trouver. Les encres, de plus en plus difficiles à trouver. Commencent à disparaître. C'est un truc désespérant, quoi. J'avais commencé déjà à faire les couleurs par ordinateur parce que vraiment, la couleur ordinateur, c'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus, le résultat beaucoup mieux. Il permet des choses qu'à la main, c'est catastrophique, c'est très difficile à faire. Et ce que je faisais avant, c'était, je faisais la couleur à la main, j'allais chez Dago, dans les studios, j'ai demandé aux garçons qui connaissaient, parce que moi je ne connaissais rien en Photoshop, j'ai demandé aux garçons, aidez-moi, dans cette case-là, c'est trop clair, je voulais laisser le plus sombre, je n'ai pas réussi. Alors les garçons faisaient comme ça, je regardais, wow, c'est génial, c'est truc qu'on peut changer comme ça vite. C'est tout pour les couvertures. Et j'ai fait l'aérographe, il fallait cacher le dessin, je fais l'aérographe, le ciel, il ne faut pas tâcher. Après, on ne voit rien, on fait le ciel, après on enlève le masque, on voit, ça, mon ciel est trop clair, ce n'est pas possible. On ne peut pas les faire, on ne peut pas corriger. Alors j'allais chez Dago. Et là, je me suis rendu compte que Photoshop, c'est un truc génial. Et j'ai commencé à apprendre. D'abord pour la couleur, parce que vraiment, aide beaucoup. Et pour les traits, je disais, je ne savais pas si j'allais réussir à faire garder mon style sur l'écran plastique. Non? Et j'ai commencé à essayer. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de facilité dans le Photoshop qui permet d'aller plus vite. Et pas seulement plus vite, mais avec plus de détails et moins d'erreurs. On peut corriger les erreurs plus facilement. J'ai commencé à faire d'abord les crayonnés à l'ordinateur, parce qu'on peut bouger les dessins, on peut agrandir. Ça, c'est fantastique. Si on fait un crayon, c'est trop petit, il faut faire une photocopie, agrandir la photocopie, copier dessus. C'est un truc démentiel. Et l'ordinateur s'agrandit, c'est génial. Et faisant ça avec avec le noir et blanc final, ça marche aussi, c'est incroyable. Et là, comme je suis en train de débuter, là, je suis en train de découvrir des choses qui aident vraiment beaucoup, surtout par exemple pour dessiner les vaisseaux spatiaux et tout ça, c'est fantastique. Alors c'est en partie pour obliger d'utiliser Photoshop à cause de la disparition des matériels normal de dessin et aussi parce que Photoshop vraiment c'est un outil magique, quoi. Vraiment aide, vraiment intéressant. J'ai une question qui vient de m'arriver, justement de l'acheteur de la fameuse planche, qui vous remercie tout d'abord
Il dit bonsoir Léo. Tout d'abord, un très très grand merci pour ce magnifique voyage de 25 ans dans les mondes d'Aldébaran. Et donc, il dit qu'il a acquis cette planche. Et alors, il pose comme question, mais je pense que vous y avez répondu, hein, est-ce que vous avez refait une nouvelle planche en craie ou est-ce que ça a été fait informatiquement? Laquelle qu'elle parle? Laquelle? La fameuse planche qu'on venait de montrer, là, la censurée. Ah, non, c'est en clé. Non, non, c'est ancienne cette planche-là. C'est à la main, c'est en clé. C'est en Et donc, papier. vous en avez refait une nouvelle, demande-t-il? Ou bien seulement une partie, ou seulement une case? Quand je l'avais fait, je l'ai fait à la main. Oui, je l'ai fait à la main. J'ai redessiné. J'ai Toute redessiné. la planche. En grandissant, oui. J'ai fait une Vous avez photographie, j'ai redessiné toute la agrandi, planche. j'ai redessiné, oui. Oui. Voilà, très En bien. enlevant ces deux tirs du milieu, quoi. Non, à l'époque, c'était tout fait à la main, quoi. Alors, Jérémy, ben, tu peux mettre le suivant. Nous, on le voit toujours avec un décalage de 7 secondes, mais si j'ai bien compris, les internautes la voient tout de suite. Donc, ce sont les pages, c'est bien ça. Ce sont les pages de garde d'anomalies quantiques qui vont apparaître dans quelques secondes. Voilà, on voudrait votre commentaire dessus, dès que ça va apparaître. Là, c'était pour la quatrième de couverture, non? Quatrième de couverture. Moi, j'ai noté page de garde. C'était le 4. Oui, vous avez raison, c'est forcément le quatrième de couverture. Non, c'est la quatrième de couverture. Oui. Parce que je voulais introduire Manon qui apparaissait dans l'histoire. Et je voulais mettre, comme je voulais donner l'importance au personnage Manon, j'ai redessiné cette scène. Avant, c'était Kekim qui apparaissait, je crois. Et j'ai décidé pour mettre les deux femmes ensemble, quoi. C'est Ok, pardon. tout. Hein, oui, Alors, la suivante, moi, c'est une de mes favorites, Jérémy. Enfin, ce sont les bébêtes. À votre avis, quelles sont les bébêtes que les gens préfèrent? les zooms, c'est un des Ah oui. Et donc, celle-là, moi, je la trouve fantastique. sont Et sympas. donc, voilà, je voulais. D'où vous est venue l'idée du Hume? Là, c'était un élément très important de cette série, non? C'est la présence des zooms qui causait tous les problèmes que je traite dans la série, c'est-à-dire ils arrivent sur une planète, mais à la fin, ils n'ont pas le droit de coloniser la planète parce qu'il existait un animal intelligent. Et la charte de l'ONU internationale et intergalactique disait que tu y a des êtres intelligents sur une planète ne peut pas arriver et coloniser. C'est interdit ça. On a fait ça dans les Amériques, on massacrait les Indiens, on ne fait plus ça dans le futur, dans les planètes. Et là, il y a des discussions si les humains étaient assez intelligents, c'était une bête ou un être intelligent. J'aimais bien cette dichotomie parce que comment on a ça aujourd'hui entre nous, nous ici sur Terre, les chimpanzés sont assez intelligents, et jusqu'où ils disent non, c'est un animal, mais ils sont très intelligents, les dauphins sont très intelligents, et je voulais exploiter un peu ça. Et du coup, j'avais besoin de cet animal emblématique. Et je voulais un animal qui soit sympa, mais en même temps, il est dangereux, il est très puissant, il est très gros, musculeux. Et je me suis inspiré du panda, c'est comme ça un animal ressemble à un ours, mais à la fin, c'est un ours très dangereux, très, très puissant. Non, on peut être tué par un panda. Je peux utiliser ça pour les humains, noir et blanc, ça fait sympa. Un peu panda, avec la gueule très sympathique, mais assez puissant, des bras très, très musclés. Et j'avais imaginé ces trucs bizarroïdes, je ne sais pas comment, même m'est venue l'idée, je voulais un animal différent. Ils n'ont pas de bouche, ils ne mangent pas. Ils ont cette pile qu'ils mettent sur le ventre, qui leur donne l'énergie nécessaire pour survivre. Et cette pile, il faut qu'ils la changent de temps en temps de cet endroit-là que j'ai dessiné. C'est l'endroit, pour eux, c'est une espèce de temple, quoi, où ils vont de temps en temps changer cette pile qui est fabriquée par cette créature qu'on voit là, c'est la mentrice aussi, qui est l'autre créature emblématique de mes histoires. Cette mentrice bizarre qui est dans la caverne là, qui fabrique cette boule là, de pile, fabriquée à travers en prenant le matériel des fruits. C'était vraiment un des moments importants de l'histoire. C'est la première fois qu'il me découvre
comment ils vivent, comment ils changent cette pile. Et en même temps, elle va découvrir dans les pages suivantes la mentrice qu'elle a dans la caverne. C'est vraiment un des moments plus importants de tous les cycles de Beetlejuice. Merci. Jérémy, tu mets la suivante. On la voit toujours 7 secondes après, alors que les internautes la voient. En fait, c'est une couverture. C'est la couverture de l'épisode 1 d'Antares. Et je voulais que vous nous parliez un petit peu de la composition, comment vous réfléchissez à la composition d'une couverture. En fait. Ah, c'est comme ça. Ben, on a, ça paraît dans la tête, non? On commence à, je prends une feuille à carte, là, et commence à... Et ça, parfois, ça vient. Parfois, j'essaie déjà un peu dans la tête. Parfois, ça... on perfectionne, pour arriver là. Et si je voulais, comme c'était le premier tome, c'est important, le premier tome d'une série, non? Je voulais faire une couverture avec un certain impact, et j'ai imaginé ces bêtes bizarroïdes qui flottent dans l'air, là, et avec ces paysages aussi étranges, avec des plantes étranges sur le sol, pour créer un impact visuel comme ça, non? Et avec toujours l'idée, dès le départ, j'avais un différentiel assez travaillé, assez compliqué, assez lourd, pour mettre les titres dessus, là, avec une couleur étrange. C'était vraiment... j'ai mis beaucoup de temps à faire les couleurs, là. J'ai été aidé par mon neveu, qui était très habile à l'orienteur pour le Photoshop. Il est passé chez moi et je lui dis, écoute, là, il faut que tu m'aides, là, il faut que je fasse ceci. Je voulais assembler, je crois, les ciels. Il fallait corriger certaines choses dans la bête, montrer que la bête était un peu transparente, et corriger un peu des choses dans les soleils qui étaient derrière. C'était vraiment, j'étais assez satisfait à la fin de la couleur. J'aime bien cette couverture, c'est une pâte comme ça. C'est différent. Quoi. Et le seul détail qui confond un peu les gens, c'est les personnages qu'on voit là, c'est pas Kim. C'est le qui apparaît dans les premières pages, c'est la chinoise là, qui sont là, qui est le groupe qui est arrivé en premier sur Antares. C'est pas Kim. Mais j'aime bien cette couverture. Ça faisait longtemps que je ne voyais pas les entrées comme ça. Et ces paysages derrière, c'est un peu inspiré des paysages brésiliens. Dans le sud du Brésil, il y a ces genres de formations rocheuses, là, bizarres comme ça. Là, ça vient mes inspirations viennent de mes souvenirs du Brésil. C'est normal, hein. C'est mon imaginaire brésilien. Alors, j'ai une question d'un internaute encore, Monsieur Vivien Gaulier, qui dit « Je trouve que vos œuvres ont un certain féminisme. Quel est votre rapport avec le féminisme? Pourquoi est-il si important pour vous de mettre en avant des femmes ?» Ah oui, je pense que c'est un rapport avec le féminisme, non? Beaucoup de rapports avec le féminisme. Ah, pour moi, c'est très important, ça. Et je suis un féministe, comme je dis, un féministe instinctif. C'est toujours été comme ça. Féministe dans le sens que les femmes sont pareilles aux hommes. Ça pour moi, c'est aussi naturel et aussi évident. Et bien sûr, quand je commence à imaginer mon histoire, bien sûr que par un héros, va être une femme, l'héroïne, et elle va se comporter comme se comportent les héros masculins. Elle est habile, elle n'est pas idiote, elle ne tombe pas dans les pommes que tu as en danger. Oh non, elle tombe par terre. Aujourd'hui, ça a changé, mais avant qu'on en voyait dans les films, dans les dessins aussi, la femme était toujours elle gênait toujours l'héros. C'est incroyable. Non? Et quand la femme, il fallait fuir, il faut que l'héros prenne la femme par la main, comme si une femme ne sait pas courir. C'est démentiel. Voilà, il prend la femme dans les bras parce qu'une femme est capable de courir. Ça, je déteste ce genre de trucs, c'est instinctif. Alors, j'ai fait exprès de créer nos personnages féminins. Et parfois, on me dit que j'exagère. Toutes les femmes de mes histoires sont parfaites, sont belles en plus, ils sont parfaites. Et que les hommes, parfois, je fais un peu trop, j'exagère contre les hommes là, mais c'est pour compenser la chose. Mais il y a tant d'histoires où les hommes sont les héros et la femme, c'est. Alors, pour compenser un peu,
j'aime ça, quoi. Et en plus, j'aime bien dessiner les femmes, et alors, pourquoi pas. Hein. Alors, c'est vraiment une histoire féministe. Jérémy, la suivante, s'il te plaît. En fait, je propose que tu enchaînes les deux suivantes parce que la question est un peu la même. C'est deux planches avec des animaux, de nouveau. Euh, voilà, jetez un coup d'œil sur les animaux et parlez-nous-en. Le Ah, fameux les miroir. planches, oui. Les deux planches suivantes. Ah oui, elles sont apparues là déjà, les planches, je peux parler. Non, allez-y, si vous voulez. Eux les voient, oui. Oui, là, c'est le cas typique d'animal bizarroïde. Là. Il me fallait l'animal bizarre. Alors, par exemple, cet animal à 2 étages, là, c'est inspiré d'une histoire, un reportage que j'avais vu à la télé sur les girafes. On ne se rend pas compte de ça. Les girafes, le reportage montrait, pour que le son de la girafe arrive à sa tête là-haut, le cœur de la girafe est hyper puissant. Je me disais, oui. Et en plus, c'est très complexe que la girafe baisse la tête pour boire, par exemple. Son cou est si grand qu'il y a une série de compensations des artères et des sauts du cou, sinon sa tête exploserait. Je n'ai jamais pensé à ça, la complexité du fait que la girafe a un cou aussi long. Je n'ai jamais pensé à ça. Alors, comme je voulais imaginer un truc bizarre pour ma bête, j'ai commencé aussi. Alors, cette bête-là, elle a 2 cœurs. Elle n'a pas un cou si haut que la girafe, mais elle a un cœur là-haut, et un cœur en bas, un autre cœur en bas. Là-haut, il n'a que les poumons, et en bas, il a les viscères, et la digestion est faite en bas. Il a ce mélange de corps séparés. Donc, pourquoi pas, non. Et comme la même chose pour la bête suivante, c'est un truc que je trouve que la nature n'a pas bien fait la chose là. Par exemple, quand on voit les pauvres herbivores dans les plaines africaines, là, il faut qu'ils baissent la tête pour manger avec ces herbes assez hautes. Ils ne voient pas le lion approcher. Pourquoi que les yeux ne sont pas en haut et la bouche est séparée des yeux? Il faut que tout le temps il mange, il lève la tête et regarde, il lève la tête. Ah non, c'est pas juste. La nature, elle a oublié de faire comme ma bête là, la bouche baisse, mais les yeux, les oreilles restent en haut comme ça. C'est pas mal, non? C'est pas mal du tout. C'est une bonne idée. Mais donc, du coup, vos bestioles sont quand même réfléchies. Tout ce que vous venez de m'en dire, un, la girafe, et l'autre, le lion qui approche, tout ça est quand même réfléchi. Tout à fait, comme je disais, oui, oui. Il faut faire un truc plausible, quoi, qui puisse exister. Ben, moi, je n'ai plus de questions, mais Jérémy, est-ce que d'abord, Monsieur Léo, vous avez encore envie de dire quelque chose de particulier, ou alors y a-t-il encore des questions d'internautes? Apparemment, il n'y a plus de questions d'internautes. Attendez, je regarde. Jérémy? Ah, encore une. Ouais. Monsieur Ponzo, merci pour cette incroyable interview. Je voudrais savoir comment vous travaillez avec les références pour créer les personnages et dessiner les expressions. Utilisez-vous des modèles pour dessiner? Ah oui, 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 oui. De photos, j'ai regardé beaucoup de photos. Une bonne question que je donne beaucoup d'importance aux expressions. Et parfois, c'est pas facile, non? Et, avec mon dessin réaliste, par exemple, il a des positions du visage, par exemple, très difficiles à dessiner. Il a des situations du visage, surtout, par exemple, pour une femme, hein, une belle fille, par exemple, si on l'a fait crier, on a fait des positions différentes, plus de haut, plus d'en bas. Facilement, on dessine un visage moche. Alors, j'ai compilé au fil des années, là, j'ai des photos de visages que j'ai collées comme ça. Et j'ai acheté des albums pour avoir justement des modèles des visages dans plusieurs positions, et plusieurs expressions, en riant, en pleurant, en criant, en rage, pour pouvoir arriver à la subtilité d'expression, pour pouvoir faire, par exemple, des cases muettes où le personnage exprime en émotion sans rien dire. Sans rien dire. Pour moi, ça, c'est important.
Et parfois, je redessine plusieurs fois pour trouver la très bonne expression. Et parfois, c'est question de millions, millièmes de millimètres qu'on met dans les yeux, dans les symptômes. Et pour ça, par exemple, parfois, je dessine les personnages, surtout quand je fais le gros plan, je dessine les personnages dans une situation difficile, une expression difficile, en criant, en parlant, en riant, même rire aussi, c'est difficile à dessiner. Et je regarde, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi. Alors je vais regarder mes modèles pour trouver plus vite l'erreur, ou quelque chose qui manque. Et en regardant, je trouve à peu près la position que j'ai dessinée. Et je vois, non, j'ai fait un trop grand ou un trop court, quelque chose comme ça. Et ça m'aide énormément. Alors j'utilise beaucoup, beaucoup les références. Oui. Et je me souviens d'une interview de Giraud, qui c'est mon idole, mon maître, Giraud. Il disait, je dessine les chevaux, mais pour ne pas tomber dans faire un truc mécanique, dessiner toujours le même cheval, parfois, je cherche la photo d'un cheval pour les copier, pour ne pas perdre, pour ne pas tomber dans les tics. On a tendance à faire des tics, tomber dans les tics, et on ne se rend pas compte. Et à la fin, on dessine toujours, on ne fait pas la même chose, quoi. Alors, pour les visages aussi, je regarde pour voir. On fait un personnage qui rit, on a toujours tendance à faire le même rire. Les gens rient de façon différente, quoi. Alors, je vais regarder une photo pour changer, corriger. Et du coup, j'ai deux autres questions d'internautes qui sont arrivées. Pardon. Quand paraîtra le prochain tome? Donc, c'est Monsieur Fred J. qui demande quand paraîtra le prochain tome de Retour sur Aldébaran et combien de tomes sont prévus sur le cycle. Pour Retour sur Aldébaran, c'est le prochain, c'est le dernier, c'est le 3 tomes de 60 pages. Celui qui va sortir, c'est le dernier. Ça doit sortir vers octobre. Okay. Donc, il a presque fini. Presque fini. Oui. Vous dites presque fini. Oui, presque fini. Il manquait les couleurs des dernières planches. Il s'est programmé pour octobre. Et la dernière question de Frédéric Gentet. Pardon. Y aura-t-il une suite à Amazonia? Oui. On a déjà écrit. On va commencer à dessiner. Ça va se passer en Écosse. On change de l'Amazonie, la forêt, vers l'Écosse. Voilà, je n'ai plus d'autres questions. Peut-être que vous avez envie de rajouter quelque chose. C'était un plaisir de participer à ça et te remercier là pour cette opportunité et surtout remercier pour exposer mes planches dans ta merveilleuse galerie, quoi. C'est nous qui vous remercions. C'est un privilège, ta galerie, c'est très belle, c'est vraiment fantastique, un espace énorme, c'est vraiment impressionnant. J'espère qu'un jour, après le confinement, vous nous ferez le plaisir de venir à Bruxelles. Ah oui, monsieur, mon Dieu, oui. Peut-être ça va finir là au mois d'août, septembre, non? J'espère. On espère. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Léo, et on va clôturer là. Sauf s'il n'y a plus de questions, on est d'accord? Voilà, on va clôturer là alors. Merci beaucoup, monsieur Léo, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.